Elle n'était qu'une nouvelle étudiante tranquille essayant de s'adapter. Mais dans cette école, être différent suffisait à déranger. Personne ne savait qui elle était, encore moins qui était son père. Jusqu'à ce qu'un jour ordinaire, l'impossible se produise. Un hélicoptère du FBI s'est posé dans la cour, et à ce moment-là, toute l'école a compris que certains silences cachent plus de pouvoir qu'on ne l'imagine. Kexa regardait la ville à travers la vitre de la voiture pendant que sa mère conduisait en silence. Le paysage était très différent de celui auquel ils étaient habitués, des rues larges, des maisons clôturées, des blancs marchant lentement, presque toujours avec le même type de vêtements et le même regard. La petite ville se trouvait à l'intérieur de la Caroline du Nord. Cette décision n'était pas un choix mais une nécessité. Sa mère, une infirmière dévouée, avait obtenu une opportunité d'emploi dans un hôpital de la région. Son père était en mission, comme toujours, et Kexa savait qu'elle ne pouvait pas en parler beaucoup avec qui que ce soit. La nouvelle maison était une simple maison de ville située dans un quartier calme. Tout semblait trop silencieux. Kexa avait 13 ans mais ressentait déjà le poids d'un nouveau départ. Ce serait sa 3e école en moins d'1 an, et même sans rien dire, sa mère savait combien c'était difficile pour elle. Lundi matin, Kexa s'est préparée sans se presser. Elle enfila son uniforme scolaire, coiffa elle soigneusement et descendit au café. Sa mère l'attendait avec une tasse de thé et un sourire encourageant. « Tout ira bien, ma fille. Sois toi-même. » L'école n'était qu'à quelques minutes. C'était grand, bien organisé et froid non pas à cause du temps mais à cause de la façon dont les yeux parcouraient les couloirs. Lorsque Kexa entra, accompagnée de la secrétaire, tous les regards se tournèrent vers elle. Voici Kexa Williams, une nouvelle élève de 8e. J'espère que vous lui souhaiterez la bienvenue, a déclaré l'employé, avant de la laisser seule à la porte de la salle. Elle entra, chercha un bureau vide et s'assit. Il n'y avait aucun sourire. Personne ne m'a dit bonjour. L'un ou l'autre murmure, mais elle fit semblant de ne pas le remarquer. Pendant les cours, elle essayait de suivre le rythme. Lorsqu'elle levait la main pour poser une question, l'enseignante se contentait de montrer le tableau sans même regarder dans sa direction. Pendant la pause, Kexa était assise dans un coin de la cour avec son déjeuner. Elle regarda les groupes d'étudiants se former. Tout le monde semblait déjà avoir ses cercles bien définis. Elle n'en faisait partie, mais ça allait. Elle avait déjà vécu ça. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans cette école, personne n'était ignoré pendant longtemps. Les premiers jours, Kexa a essayé de se faire discret. Elle entra dans la pièce à l'heure. Elle a fait ses devoirs. Elle évitait de trop regarder autour d'elle. Mais même sans rien faire, il semblait que cela dérangeait les gens en rien que d'être là. Le 3e jour, en arrivant dans la chambre, elle remarqua que quelqu'un avait griffonné sur son bureau avec un stylo. Elle retourna à son siège, passa la main dessus, l'essuya avec la manche de son sweatshirt et s'assit. J'ai fait semblant de ne pas voir mais je l'ai ressenti. Pendant les cours, lorsqu'elle posait des questions, ses camarades riaient. Pas fort, mais suffisamment pour qu'elle le remarque. Un jour, elle a demandé à emprunter une gomme et la fille à côté d'elle a fait semblant de ne pas entendre. À l'heure du déjeuner, les choses sont devenues encore plus évidentes. Kexa s'approcha d'une table où 2 filles discutaient. « Salut, je peux m'asseoir ici ?» Ils se regardèrent. L'un d'eux a répondu « C'est déjà réservé ». Kexa regarda autour de lui. La table était vide. Mais elle hocha simplement la tête, s'éloigna et retourna s'asseoir seule. Au fil du temps, elle a arrêté d'essayer. Les regards commencèrent à devenir lourds, mais ils n'étaient pas de la curiosité, mais du jugement. Des sourires méchants. Commentaires boiteux quand elle est décédée. Et personne n'a rien dit. Ni ses camarades de classe, ni les professeurs, ni la direction. Kexa est rentrée à la maison et a dit que la journée avait été normale. Sa mère fatiguée, en service, a souri et a dit qu'elle se sentait fière. Mais la nuit, dans sa chambre, elle écrivait tout dans son journal, chaque geste, chaque mot, chaque silence. Elle ne voulait pas créer de confusion. Elle ne voulait pas paraître faible. Elle voulait juste que quelqu'un le remarque. Que quelqu'un a fait quelque chose. Mais personne ne l'a fait. Et c'est là qu'elle a commencé à comprendre que dans cette école, la solitude pouvait être plus cruelle que n'importe quelle offense. Et le pire était encore à venir. Au cours de la 3e semaine, Kexa avait déjà mémorisé les visages. Elle ne connaissait pas tous les noms, mais elle reconnaissait les groupes. En particulier que groupe.
Ils n'étaient pas seulement populaires. C'étaient les enfants des familles les plus influentes de la ville, propriétaires agricoles, hommes d'affaires, habitants du quartier qui fréquentaient les mêmes clubs fermés, parcouraient les couloirs avec la confiance de quelqu'un qui sait que rien ne leur arrivera. Au centre de ce groupe se trouvait Brandon Pierce, fils du directeur de l'école. Grand, blond, avec cet air de supériorité constante. Quand il riait, les autres riaient aussi. Lorsqu'il regardait quelqu'un, tout le monde l'imitait. C'était le genre d'étudiant qui pouvait oublier un travail, manquer de respect à un professeur ou manquer un cours sans en subir les conséquences. Kexa remarqua qu'il la regardait depuis le premier jour non pas avec intérêt, mais avec étrangeté, comme quelqu'un qui voit quelque chose qui n'est pas à sa place. Dans le couloir, il passait et disait des choses comme « Fais attention à ne pas te perdre, débutant. Tu ne tiendras pas longtemps ici. » Sa voix était basse mais pleine d'ironie. Les mots étaient toujours suffisamment cruels pour blesser, mais suffisamment subtils pour ressembler à une blague. Ses camarades de classe en rient. L'un d'eux, Luc, a en fait poussé le cahier de Kexa de son bureau pendant les cours. Lorsqu'elle est allée le chercher, le professeur l'a complètement ignoré. « Levez-vous et retournez à votre place », fut tout ce qu'elle dit. En partant, Kexa a trouvé son casier ouvert, avec ses livres échangés. Rien ne manquait, mais c'était comme s'ils étaient entrés là juste pour lui rappeler qu'il pouvait faire ça. Elle essaya de ne pas réagir. Elle gardait tout pour elle, le regard de Brandon, les murmures d'Emma et Chloé, deux filles qui faisaient toujours des blagues discrètes, plutôt indirectes. À la cafétéria, les rires sourds lorsqu'elle traversait le couloir. Un après-midi, en cours de sciences, Brandon s'est approché avec un sourire moqueur et lui a murmuré « Vous devriez être reconnaissant. Nous pourrions faire bien pire. » Kexa se figea. Elle ne savait pas quoi dire. Elle baissa simplement les yeux, ravala sa colère et nota cette phrase dans son cahier. Cette nuit-là, elle a commencé à enregistrer des audios sur son téléphone portable, décrivant tout. Ce n'était pas pour publier ou montrer, c'était pour conserver. Parce qu'au fond, elle savait qu'à un moment donné, quelqu'un devrait l'écouter. Mais jusque-là, elle était seule. C'était un mercredi pluvieux lorsqu'elle sentit que quelque chose était différent. Ce n'était pas seulement la météo. C'était la façon dont les étudiants la regardaient dans le couloir. Il y avait un air d'impatience, comme s'ils attendaient que quelque chose se passe. Pendant la récréation, Kexa se dirigea vers la cafétéria avec ses écouteurs dans les oreilles, essayant d'ignorer les regards. Mais dès son entrée, elle s'est rendue compte que son plateau repas n'était pas là où elle l'avait laissé. Elle regarda autour d'elle, à sa recherche. Puis elle vit Brandon rire, tenant son plateau et le tenant en équilibre d'une main comme s'il s'agissait d'un trophée. « J'ai perdu quelque chose, débutant, dit-il avant de laisser le plateau glisser lentement vers le sol. La nourriture s'est répandue. Le rire est apparu. Les téléphones portables sont apparus. Mais personne n'a rien fait. Pas même les professeurs qui étaient à proximité. L'un d'eux a juste regardé, puis a tourné la tête et a continué à manger. Kexa resta immobile une seconde, prit une profonde inspiration et s'éloigna sans dire un mot. Dans la salle de bain, elle s'est enfermée dans l'une des cabines. Elle n'a pas pleuré. Elle posa simplement sa tête sur le carrelage froid et resta là, essayant de comprendre pourquoi il était si facile pour les gens d'ignorer ce qu'ils voyaient. Les jours suivants, les provocations se sont intensifiées. Mais le pire n'est pas ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils n'ont pas fait, les enseignants ont tourné les yeux, les employés ont ri. Avec des étudiants qui faisaient semblant de ne pas voir. Une fois arrivée dans la salle et qu'elle a trouvé le tableau avec la phrase « Les gens comme vous ne durent pas ici », le professeur d'histoire est entré, l'a lu, l'a supprimé et a commencé le cours comme si c'était juste un mardi comme les autres. En cas de plainte, elle a commencé à tout enregistrer. Elle a caché le téléphone portable dans la poche de sa veste et a enregistré des conversations, des commentaires et même des rires. Elle ne voulait pas se venger. Elle voulait une preuve. Parce qu'au fond, elle le savait déjà, si elle le disait à quelqu'un, on dirait qu'elle exagérait. Un soir, assise dans son lit, elle écrit dans son journal, le plus douloureux, ce ne sont pas les mots, c'est le silence. Le silence de ceux qui voient et choisissent de ne rien faire. Et même dans ce moment de solitude, elle croyait toujours que quelqu'un ferait un jour la bonne chose. Elle ne pouvait tout simplement pas imaginer qui ce serait. Le vendredi de la même semaine, Keisha s'est réveillée avec une sensation différente dans son corps. C'était comme si la fatigue n'était plus seulement physique. C'était émouvant.
Elle ne s'attendait plus à ce que la journée soit bonne. Elle ne croyait plus que quiconque changerait d'attitude. Mais elle est quand même allée à l'école parce qu'abandonner n'était pas une option. La journée semblait se dérouler comme les autres. Jusqu'à ce que, pendant la deuxième pause, elle se rende à son casier pour chercher un livre pour le prochain cours. Lorsqu'elle ouvrit la porte métallique, elle sentit quelqu'un s'approcher par derrière. En quelques secondes, elle a été poussée avec force dans le placard de produits de nettoyage au bout du couloir latéral, où presque personne ne passait. La porte se ferma avec fracas verrouillé. Silence total. À l'intérieur, l'espace était exigu, sombre, avec des odeurs de produits nettoyants et de moisissure. Elle frappa à la porte, essaya de forcer la poignée. « Et, il y a quelqu'un ? Ouvre la porte !» cria-t-elle, la voix brisée. Personne n'a répondu. Le temps passait lentement. Les minutes semblaient des heures. Elle s'assit sur le sol froid, serrant ses propres jambes. Dans le noir, elle sentit son cœur battre dans son cou. Elle ne pleurait pas, mais elle tremblait. Le bruit de la vie à l'extérieur de ce placard, des pas précipités, des voix lointaines, le signal du prochain cours où tout semblait lointain, comme si elle n'existait pour personne là-bas. Ce n'est que lorsqu'une employée de ménage est passée dans le couloir et a entendu un léger bruit venant de la porte qu'elle a ouvert celle-ci. « Qu'est-ce que tu fais là-dedans, ma fille ?» Keisha est partie chancelante, en sueur, pâle, avec un regard vide. C'était par accident, a-t-elle menti. Dans le cours suivant, personne n'a parlé de ce qui s'était passé, ni les élèves ni les professeurs. Mais elle savait qu'ils le savaient. En fin de journée, en rentrant chez elle, Keisha se rendit directement dans sa chambre. Elle s'assit sur le lit, sortit son téléphone portable de sa poche et regarda l'écran pendant quelques secondes. Elle prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des semaines, elle a fait quelque chose qu'elle avait évité depuis le début, elle a composé un numéro. Elle a attendu. De l'autre côté, une voix ferme répondit. « Salut, ma fille. »« Père, c'est arrivé. » Une nouvelle pause. « Où es-tu en ce moment ? » ?»« Dans ma chambre. »« Je vais bien. Je vais régler ça. » Plus de questions. Pas de panique. Juste une certitude. Elle a raccroché. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un autre type de soulagement. Elle n'avait aucune idée de ce que son père préparait, mais quelque chose en elle lui disait, les choses vont changer. L'appel a duré moins de 30 secondes, mais c'était suffisamment long. À des centaines de kilomètres de là, dans un bâtiment discret de la capitale de l'État, l'homme qui a répondu à l'appel s'est levé de sa chaise en silence. Son nom était James Williams, mais peu de gens l'appelaient ainsi dans l'environnement dans lequel il travaillait. Il n'était connu que sous le nom d'agent 7. James travaillait au FBI depuis plus de 20 ans. Spécialiste de la sécurité tactique et du renseignement, habitué à faire face à des menaces graves, à des opérations à haut risque et à des situations où chaque seconde compte. Mais cet après-midi-là, la menace était différente. Alors qu'il regardait un moniteur avec des images satellites en temps réel, il ôta discrètement ses écouteurs. « C'est encore arrivé, dit-il à voix basse. » La pièce était silencieuse. Un agent plus jeune s'est approché. « Avec ta fille ? » James vient de la sentir. Il n'a pas crié. Il n'a pas discuté. Il n'a menacé personne. Il se dirigea simplement vers une petite pièce privée. Il ferma la porte et prit son téléphone portable personnel. En quelques sonneries, il accéda à un groupe privé de messages codés. Il a tapé « Extraction d'une école locale. Asheville, Caroline du Nord. Protocole 42. Discrétion absolue. » Puis il a appelé un de ses collègues de longue date. « J'ai une affaire personnelle. J'ai besoin d'un transport aérien rapide. » Secret total. De l'autre côté, silence, un instant. Puis la réponse. « Compris. Je te retrouve à la base dans 40 minutes. » James regarda sa montre. Il a troqué son costume sombre contre une veste tactique banalisée. Il gardait son téléphone portable dans un compartiment scellé. Il a pris un petit dossier contenant des documents, des dossiers et des images qu'il avait rassemblés au cours des dernières semaines, une preuve silencieuse que sa fille lui envoyait stratégiquement depuis le premier jour d'école. Oui, il le savait. Il l'a toujours su. Mais elle avait demandé. « Papa, laisse-moi essayer seul. » Il a respecté cela jusqu'à maintenant. Sur la piste d'atterrissage réservée,
l'hélicoptère noir attendait déjà. Sans un signe. Sans drapeau. Juste le bourdonnement constant des hélices. James monta à bord et fixa son regard vers l'horizon. Dans son esprit, une seule phrase. Si l'école ne te protège pas, je le ferai. Mardi matin, la routine à l'école s'est poursuivie comme toujours. Les groupes se formèrent dans la cour. Les conversations tournaient autour des mêmes sujets et plaintes que les autres jours. Elle marchait seule dans le couloir central. Mais à l'intérieur, quelque chose chez elle était différent. Il n'y avait aucune crainte. Il n'y avait aucune attente. Il y avait une certitude. Depuis la connexion avec son père, quelque chose dans sa poitrine s'était raffermi. Elle savait qu'il viendrait non pas parce qu'elle le lui avait demandé, mais parce qu'il savait toujours le bon moment pour se présenter. Alors que les cours avaient lieu normalement, un son lointain commença à se propager dans le ciel de la ville. Au début, un bourdonnement léger et rythmé. Mais au fur et à mesure que les secondes passaient, le son devenait de plus en plus fort. Les fenêtres se mirent à vibrer. Les étudiants se regardèrent avec curiosité. Quel est ce bruit? Est-ce que ça ressemble à un hélicoptère? Est-ce que ça vient de l'hôpital? Le son est devenu plus fort. Certains ont couru aux fenêtres. Les professeurs sortaient des salles pour voir ce qui se passait. Sur le terrain de football, les feuilles se sont mises à tourner sous le vent provoqué par les hélices. Un imposant hélicoptère noir, sans marquage visible, descend avec une précision chirurgicale dans la cour de l'école. Pas de sirène. Pas de chichi. Juste de la présence. Dans la salle de réunion, le directeur, Richard Pierce, s'est levé de sa chaise. Que quelqu'un me dise maintenant ce qui se passe. Les employés couraient d'un côté à l'autre. Le coordinateur académique a tenté d'appeler la police locale, mais la ligne était saturée. Personne ne savait qui se trouvait à l'intérieur de cet avion. Mais tout le monde feutre que c'était quelque chose de grave. Lorsque l'hélicoptère a touché le sol, 2 portes se sont ouvertes. Juste un chiffre. James Williams est descendu. Sans ostentation. Sans escorte. Sans uniforme officiel. Il portait une veste sombre, un jean et un look auquel personne n'osait faire face pendant longtemps. Il se dirigea d'un pas ferme vers l'entrée principale. Keisha le vit de loin, debout à côté de la fontaine d'eau. Ses yeux se remplirent de larmes contenues non pas de tristesse, mais de soulagement. Elle le savait, à partir de ce moment-là, elle n'était plus seule. James entra par la porte principale de l'école. Sans hâte. Ses pas résonnaient dans les couloirs désormais silencieux. Les enseignants, les étudiants et même les inspecteurs se contentaient de regarder. Certains essayaient de comprendre ce qui se passait. D'autres ressentaient simplement le poids de la présence de cet homme. Dans le hall central, Keisha l'attendait. Elle était immobile, les yeux fixés sur lui, comme si le temps s'était arrêté. Lorsque son père s'arrêta devant elle, pendant une seconde, ils restèrent tous deux là en silence. Elle avait envie de sourire. Elle voulait courir. Mais elle ne pouvait que le regarder, comme pour dire « Tu es venu ». Il tendit les bras. Elle se jeta dans son étreinte, le genre d'étreinte qui contient tout ce que les mots ne peuvent pas. Derrière, certains étudiants regardaient sans grand-chose, mais ceux qui regardaient la scène avaient l'impression que c'était comme si une force invisible venait de s'y installer. Peu après, la secrétaire du directeur apparut, nerveuse. « Monsieur, le directeur attend mais vous a demandé de vous identifier, s'il vous plaît. » James leva un petit étui en cuir et montra une carte d'identité. Il n'y avait pas de logo imprimé ni de couleur flashy, juste les armoiries fédérales et un nom, James D. Williams, unité des opérations stratégiques. Les yeux de la femme s'écarquillèrent un instant. « S'il vous plaît, dit-elle. » En moins de 2 minutes, James était dans le bureau du directeur avec Keisha à ses côtés. Richard Pierce, visiblement déconcerté, essayait de maintenir sa posture. Sans. Williams, écoutez, je n'ai pas été informé que votre fille traversait des problèmes aussi graves ici. Si j'avais su avant, sûrement. L'interrompit James d'une voix ferme et basse. Vous l'avez su à plusieurs reprises. Vous avez simplement choisi de ne rien faire. Il ouvrit un dossier en cuir et le posa sur la table, une séquence de preuves, des empreintes de messages anonymes envoyés à la plainte, des enregistrements audio d'insultes enregistrés dans la classe, des images du pupitre barré, des enregistrements discrets réalisés par elle dans le couloir et dans la salle de bain,
Un rapport signé d'un psychologue venu ces dernières semaines décrivant les impacts émotionnels du milieu scolaire. Le directeur a lu en silence. Le poids de ce qui s'y trouvait était incontestable. Cela aurait pu être résolu par une conversation, Monsieur Williams. Je pense qu'amener un hélicoptère fédéral était une exagération. James la regarda dans les yeux. Est-ce qu'elle sait quelle était l'exagération? Le réalisateur a laissé un enfant souffrir pendant des semaines pendant que les adultes faisaient semblant de ne pas voir. Le silence était épais. La plainte est restée ferme. À aucun moment elle n'a élevé la voix ni pleuré. Elle observait simplement tout avec un regard calme. C'était comme si quelqu'un lui avait enfin rendu la voix sans qu'elle ait besoin de crier. Le réalisateur essaya d'argumenter, mais James s'était déjà levé. Je ne suis pas venu demander une faveur. Je suis venu garantir ce à quoi elle a droit, le respect de sa sécurité et de sa dignité. Il a tenu la main de sa fille et est parti, laissant une copie de l'intégralité du document sur la table. Il n'y a pas eu d'applaudissements, pas de scandale, juste une certitude. À partir de ce jour, tout allait changer. Le lendemain matin, le ciel était dégagé, mais l'ambiance à l'école était dense. La présence d'un hélicoptère atterrissant dans la cour de l'école la veille était encore sur toutes les lèvres, mais personne n'a parlé haut et fort. Personne n'osait faire des blagues. C'était comme si un nouveau code silencieux y avait été établi. La plainte est entrée par les mêmes portes, portait le même sac à dos, a suivi les mêmes démarches. Mais désormais, les regards n'étaient plus méprisants. Ils étaient pleins de doutes, de respect retenu et de peur. Elle sentit le poids différent de l'air. Pour la première fois, les murmures ne la frappèrent pas comme des flèches. Maintenant, il semblait se cacher derrière les portes. Les tyrans qui se moquaient d'elle dans le couloir ont changé de direction. Brandon, le chef du groupe, ne s'est pas présenté ce matin-là. Ils disent qu'il s'agissait d'un retrait volontaire, mais personne n'en a donné la raison. Tout le monde le savait. Le coordinateur pédagogique a commencé à circuler dans les salles, observant discrètement le comportement des élèves. Les inspecteurs ont reçu pour instruction de suivre les récréations avec plus d'attention, et sans aucune annonce formelle, une série d'affiches a commencé à apparaître sur les tableaux d'affichage de l'école. Le respect. Il n'y a pas de débat. Si pratiquer le silence de la part de ceux qui le voient porte aussi atteinte à la dignité, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Les mots résonnaient, mais plus encore, les gestes changeaient. À l'heure du déjeuner, une fille de 9e année a approché la chaise à côté de Complin à la cafétéria. « Salut, puis-je m'asseoir ici ?» La plainte vient de hocher la tête. La jeune fille resta là en silence. Elle ne voulait pas avoir l'air forcé. Elle voulait juste être proche d'une manière ou d'une autre. Dans le couloir, un jeune garçon a laissé tomber son sac à dos. La plainte l'a aidé à rassembler les cahiers. Il a souri et a dit « merci ». Cela semblait peu, mais dans cette école, c'était un nouveau départ. Lors du dernier cours de la journée, le professeur de littérature a fait l'éloge d'un poème que Complin avait prononcé la semaine précédente. Et même sans dire un mot de ce qui s'était passé, tout le monde comprit une chose, elle n'était plus seule. Cette nuit-là, assis sur le porche de la maison, père et fille partagèrent un silence qui disait tout. L'hélicoptère était déjà rentré à la base. Les agents avaient repris leurs fonctions, mais la présence de James restait là. Il regarda le jardin, en prenant un simple café. Plainte était assise sur le côté, jouant pensivement avec les lacets de ses baskets. « Papa, commença-t-elle d'une voix calme, pourquoi n'as-tu pas fait un scandale avec ça? Pourquoi n'as-tu pas appelé la presse? Tu ne l'as posté sur aucun réseau, tu ne l'as dit à personne. » James réfléchit un instant et répondit, sans quitter l'horizon des yeux, « Parce que tu n'as pas besoin que le monde entier sache ce que tu as vécu. Tu avais juste besoin que quelqu'un croie en toi et s'en occupe comme il se doit. » Elle le regarda en silence. C'est là qu'elle a compris ce que son père avait fait. Il ne s'agissait pas de faire preuve de force, mais de la protéger avec dignité. Aucun d'eux ne dit autre chose pendant quelques minutes. Puis il s'est tourné vers elle et lui a demandé, « Est-ce que ça va maintenant ?» Elle sourit légèrement. « Je l'étais. Pour la première fois, je l'étais vraiment. » Cette nuit-là, Keisha s'est couchée tôt. Elle dormait paisiblement, sans crainte du lendemain matin, sans penser à dissimuler sa propre existence. Quand lundi est arrivé, elle s'est réveillée avec quelque chose de nouveau dans la poitrine, fière d'être exactement qui elle était. Parfois, la justice ne fait pas de bruit. Parfois, les vrais héros ne portent pas de cape.
Ils portent du courage. Ils tiennent bon et apparaissent quand cela compte le plus. La plainte n'a pas changé le monde, mais elle a changé son propre destin avec courage, dignité et avec un père qui n'a jamais cessé de l'écouter. Connaissez-vous quelqu'un qui a porté plainte ou a vécu quelque chose de similaire? Dites-le nous dans les commentaires. Votre histoire peut inciter d'autres personnes à ne pas rester silencieuses. Et si vous aimez surmonter des histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.